bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous sommes le jeudi 21 juillet. Vous êtes bien sur le Café Presse Politique, mais ce n'est pas Khaled Rani qui l'anime. Nous avons décalé de 24 heures ce numéro, l'avant-dernier de la saison. On en parlera à la fin. En raison d'un empêchement de dernière minute qui a fait que Khaled Rani ne pouvait pas l'assurer. Hier après-midi, nous nous retrouvons avec grand plaisir aujourd'hui avec un plateau de fin d'année qui espère être décontracté en dépit d'une actualité qui n'arrive pas à être elle-même décontractée. Un plateau pour une fois où il y a la parité homme-femme avec Amina Haddad, Amina Marhababik, artiste et militante, Amira Bouraoui qui nous fait le plaisir de revenir au CPP. Marhaba bik. Merci Docteur, pour l'invitation. Docteur Amira qui est un heureux événement. On est très fiers des résultats au bac de son fils. Ça fait vraiment plaisir. C'est énormément. Et nous avons aussi, c'est pas le versant sombre de l'actualité, mais c'est un peu le cas. Yazid Rebouh, on est très heureux de t'accueillir parmi nous, président. Parce que président du comité de soutien au général à la retraite. Vous irez jusqu'au bout. Au général à la retraite, Ali Rdiri, on en parlera évidemment dans cette émission. Et puis l'inusable Ali Boukhellaf qui nous donne toujours avec beaucoup de gentillesse un coup de main et beaucoup de pertinence et de compétences dans l'animation de l'actualité. Ali Marhababik dans le CPP. Je disais que c'était l'avant-dernier. J'espère que Khaled Rani sera là le 27 mercredi prochain pour nous faire la clôture de l'année. On ne pourra pas aller au-delà. L'année dernière, on a entamé un petit peu le mois d'août, mais tout le monde est sur les rotules. Et puis l'actualité, on va voir que bon, il ne se passe pas tant de choses que cela. Ce qui nous amène d'ailleurs à nous poser la question, il ne se passe pas tant de choses, tant mieux, parce que l'été dernier, 2021, à ce moment de l'année, c'était péril en la demeure, c'était le Covid, c'était bientôt les incendies et c'était surtout l'accélération de la répression. Je dis surtout parce que c'est un volet qui était moins visible mais qui a touché énormément de familles, l'accélération de la répression, notamment sous le couvert du 87 bis. Donc ma question, et c'est un peu le thème de cette émission, redoutez-vous, messieurs, mesdames, messieurs, un été aussi périlleux, aussi dangereux que l'été 2021, au début de cet été. Qui commence? Je vous laisse arbitrer dans l'autogestion. Ladies first, allez. Je pense que les mêmes causes entraînent dans les mêmes effets. Avec le réchauffement climatique, on a vu déjà les années passées, avant même le cauchemar de l'été 2021 qui a été très très dur pour les Algériens, avec énormément de victimes. Les mêmes causes entraînent dans les mêmes effets. Il y aura probablement un été difficile. J'espère que les responsables se préparent à faire face et qu'on ne revive pas justement ce qui s'est passé l'été dernier. Parce que ça fait quand même des années qu'on voit les forêts brûler jusqu'au drame de l'année dernière où il y a eu des victimes. Et ça fait quand même des années aussi qu'on n'arrête pas de parler des Canadaires. Pourquoi l'Algérie n'en a pas? Pourquoi le Maroc en a? Le Maroc avait pris des mains fortes il y a quelques années au Portugal qui prenait feu. Et l'été dernier, on s'est retrouvé seul face aux flammes. Alors, ce que je vous propose, c'est de séparer les causes de risque et de péril de l'été entre les causes naturelles ou divines, pandémie et incendie, avec les causes humaines et politiques, que sont la répression. On va commencer par la répression. Alors, la répression, ça dépend des hommes. On est d'accord. Voilà, c'est pas comme les incendies, c'est pas comme la pandémie, quoique pour la pandémie, il y a toujours la possibilité de la pondérer et de l'anticiper. On espérait se retrouver au début de l'été, après le 5 juillet, après Eid al-Adha, avec tous les détenus libérés. C'est vraiment ce qui a beaucoup circulé avec les personnes qui sont passées à la présidence, qui étaient affirmatives, plus d'une fois, en disant qu'il y allait y avoir une amnistie, que tout le monde allait sortir, encore des avocats, des hommes politiques, etc. Aujourd'hui, on est à 9 ou 10 libérés depuis le temps, 13 peut-être, dans le meilleur des cas. Et donc, grosse déception. La machine de la répression n'est pas aussi active peut-être que l'été dernier, parce qu'on n'est pas dans un cycle d'arrestation les unes après les autres, ce qui était le cas l'été dernier, même si il faut être attentif à cela.
c'est quand même quelque chose qui nous laisse fragile par rapport aux semaines qui viennent. Le fait que les détenus soient toujours en prison et que la répression puisse à tout moment se poursuivre normalement, comme avant. Cette fois-ci, je m'adresse à Amina. On est plus fragile par le cumul des années. On en serait à la première année de tous ces faits relatifs à ce premier pan de crainte et de pression exercée sur nous, qui est la répression et son versant, son traitement sécuritaire. On en aurait été à la première année, peut-être qu'on avait le souffle et l'engagement et, disons, la teneur plus proche de ce qui nous rendait plus forts, c'est-à-dire la proximité des marches, les actions collectives, entreprises, etc. Là, ça fait 3 ans, et l'effet de l'essoufflement va jusqu'à la suffocation. Dernièrement, il y a eu une petite brise d'espérance au travers du communiqué qui est relatif à une éventuelle action de grâce qui allait concerner les détenus d'opinion, puisque factuellement, elle a concerné près de 15 000 repris de justice du droit commun. Pour ce qui est des détenus d'opinion, on n'a rien vu venir. Donc il y avait une double occasion à quelques jours d'intervalle. Le 5 juillet suivi de l'Aïd el-Kébir. Les gens n'ont rien vu venir. Les 13 détenus, plus 2 ou 3 qui sont arrivés en fin de peine et qui ont marqué de leur sortie les jours plus près de cette échéance-là. En dehors de ça, les familles, les mamans, les épouses, les enfants sont suspendus à un texte qui conforte, qui assume ce qui a fait l'objet d'un communiqué. Quand même, ce n'est pas rien. Et ce communiqué a été rédigé de manière à laisser penser qu'en dehors des détenus sous le coup du 87 bis, tous les autres allaient peut-être bénéficier d'une grâce. Ceci étant, c'est un fait qui peut rejoindre un ensemble plus grand qui date celui-là d'un mois ou 2, sous le titre L'Mshaml. Beaucoup ont eu la faiblesse de penser que peut-être il s'agirait d'un premier chapitre concret d'une expression de bonne foi. On n'en a plus vu l'ombre de la bonne foi. Elle a complètement disparu et tout ce qui est entrepris n'est que répression, pression, dénigrement, détestation, haine. Je ne peux pas clôturer cette intervention sans dire que immédiatement suite à la non-qualification de cette décision en fait, en action de libération, L'Hadi Lassouli, à partir de la prison de Bouira, et 8 de ses compagnons... Barwaguia, je crois. Oui, Barwaguia, pardon, désolé. Et 8 de ses compagnons sont en grève de la faim. Cette fois-ci, les grèves de la faim ont toujours porté des titres renvoyant à l'aspect glorieux de leur portée. Cette fois-ci, c'est la grève de la désespérance. On le voit et on n'ose même pas imaginer ce que ça peut représenter. Pour pas rester sombre et comme je viens de noircir les choses parce que je les ressens comme ça. Vous m'avez dit que c'était une émission d'appréhension. Donc là, on est chanceux de pouvoir exprimer nos appréhensions. Ces détenus qui étaient en attente d'une libération, 10 d'entre eux, n'est-ce pas, ont passé l'examen du bac et l'ont réussi, dont un avec brio, avec un 18 et quelques de moyenne. Moi, j'y ai vu, quelqu'un a dit, c'est une triste bonne nouvelle. Je rejoins cette impression, c'était une triste bonne nouvelle. Mais c'est comme si c'était dans la continuité de ce qu'a été le Hirak, cette révolution du sourire et de la résilience. Quel magnifique acte de résilience pour Moufida,
pour Hamou Boumediene qui a passé le bac en même temps que sa fille. Et pour Mohamed Grasmi, dont j'étais très heureuse de la nouvelle de sa réussite au bac après 2 ans de détention. Qui est toujours en prison. 2 ans de détention et sous le coup d'une condamnation de 5 ans. De 5 ans. Voilà. Donc il y a du beau dans le très sombre. Alors, à ce stade de la discussion, j'aimerais bien que le journaliste Kaali Boukhlef nous rappelle un peu le factuel de cette promesse de loi amnistiante, qui elle doit toucher, pourquoi elle va prendre du temps, est-ce qu'elle peut passer par un décret pendant la vacance du Parlement, qui elle va concerner, etc. Qui a parlé de grâce amnistiante? La grâce amnistiante concerne uniquement, exclusivement les anciens du fils des années 90. Et c'est en réponse, après je ne sais pas ce qu'il y a derrière, à une demande de certains partis islamistes, notamment FJD, qui a demandé à ce qu'on libère le reste, les 300 dont on a parlé dans l'Occupation 98, qui sont en prison depuis pour certains 30 ans. Donc, c'est la référence à la Rahma. C'est la suite de ça, parce qu'ils n'étaient pas concernés. C'est une catégorie, en plus des disparus, qui n'étaient pas concernés par la disposition de la concorde civile, qui a continué à être appliquée jusqu'à très récemment. Hein. On a arrêté des terroristes sur qui on a appliqué la loi de 2006. La deuxième catégorie, il va parler de l'apaisement. L'apaisement, c'est ce qu'a demandé le FFS, Djelali Sofiane et d'autres, en disant qu'il faut libérer certains. Et cette fois-ci, parce qu'il a senti la dernière fois de la fille, je parle de Touboune, elle a dit dans une interview que les libérations à l'époque de Frédéric Favre et tout étaient considérées comme une faiblesse. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois-ci? Donc ils ont libéré, mais par à-coup, quelques jeunes qui sont en fin de détention provisoire. Pour les autres, ils attendent les procès ces jours-ci, ou le passage devant la chambre d'accusation pour traiter au cas par cas. Voir devant la Cour suprême pour... Ils ont parlé de 44 personnes, c'est tout, uniquement 44, 13 ou 14 ont été libérés la semaine dernière, et le reste, c'est par à quoi hier, j'ai vu qu'ils ont libéré un, je ne sais pas si c'était à Boumel de Soufriga ou quelque chose comme ça, et sont exclus visiblement les gens arrêtés sur le label Rachel et Mac, quel que soit leur fond, et même ceux qui ont obtenu le bac, visiblement, ils ont trouvé l'astuce pour ne pas les faire libérer. Pour ceux qui sont définitivement condamnés et dont il reste quelques mois pour purger leur peine. Et l'autre catégorie, c'est des gens qui n'ont jamais eu leur bac. Hamou Boumediene n'a pas de chance, il a eu déjà son bac, le premier bac, donc un deuxième bac n'est pas considéré comme une libération. Et du coup, ça ne va pas concerner beaucoup de gens, ça ne va pas donner de l'espoir pour beaucoup. Et l'autre chose qu'ils ont faite ces derniers temps, c'est que quasiment systématiquement les personnes arrêtées récemment sont mises sous contrôle judiciaire, à l'exception d'un militant de Bouira, je crois, de Djiji plutôt, qui a été traduit tout de suite devant les tribunaux. Il est en détention provisoire. Mais le reste, il n'y a absolument pas de grande décision, et la politique de la main tendue qui a été annoncée, je pense que c'était beaucoup plus une illusion, c'est ce que je disais l'autre jour devant Khaled Tabou ici. Je pense que ça va concerner essentiellement cette histoire-là de subvention, et pas plus que cela, parce que quand on décide de changer de cap, quand on ouvre le pays à des discussions, ou à une période de dialogue comme ils l'ont prétendu, c'est qu'on discute sur tout, y compris le processus politique. Mais j'imagine mal comment ils vont discuter du processus politique. Ils vont rester sur la feuille de route qu'ils ont tracée, et ils vont continuer à faire ce qu'ils savent faire de mieux. La preuve, c'est qu'ils sont en train de tuer ce qui reste de la presse. On aura droit aux mêmes chaînes de télévision, aux mêmes journaux, aux mêmes médias, et le souffle étant définitivement perdu, du moins pour cette période-là, je ne vois pas comment est-ce que les choses vont changer dans les prochains mois, et ça va rester comme ça. Par contre, ce qui est peut-être positif, c'est qu'il n'y a pas des arrestations de masse, parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait le boulot, c'est-à-dire que le droit a été fait, l'objectif, celui de terroriser les gens, a été atteint. Maintenant, ils peuvent passer à la gestion de cas par cas et à jouer sur la libération au nom des détenus pour continuer à poursuivre leur politique et leur mission.
Alors, à ce stade-là, on peut aller dans le concret. On a évoqué un peu tout ce qui s'est passé, qu'on attendait, qui ne s'est pas passé. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Yazid Rebah, qui est président du comité de soutien à Ali Arderi, dont on peut dire aujourd'hui, général à la retraite, qu'il est le détenu politique le plus ancien. Il a été arrêté le 13 juin 2019. On était au tout début du Hirak. C'est impensable, c'est incroyable. Donc, la première chose que j'ai envie qu'on a envie de savoir au sujet du général Ali Arderi, c'est comment il va, au bout d'une détention aussi longue. Je vous laisse imaginer comment il va après 38 mois de prison. Donc on a beau être fort, on a beau avoir un caractère, comme lui, il a quand même une forte personnalité, mais après 38 mois de détention, sans voir l'horizon, parce que ce qui expliquait mon ami, c'est que lui, on ne voit pas dans quelle catégorie il va être. Il a fait appel au niveau de la Cour suprême, et donc il n'est pas jugé définitivement, mais ça fait quand même 38 mois qu'il est là, et on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir, il ne va pas sortir, est-ce qu'il aura cette histoire, est-ce qu'il sera englobé par cette histoire de la mission, de grâce, on ne le sait pas du tout. Mais Ils ont évoqué une catégorie de gens qui ont plus de 65 ans, qui ont passé plus de 25 mois en prison. Mais là, effectivement, puisqu'elle a introduit déjà, il a fait une cassation. Au Cour suprême, oui. Il fait partie d'aucune catégorie. Quelle catégorie il se situe aujourd'hui, son dossier? Et moi, je pense que la possibilité qu'il a actuellement, c'est qu'il y a deux possibilités au fait. La première, c'est qu'on accélère son procès. Hein, d'accord La condition que la Cour suprême Oui, c'est ça. fasse cassation et qu'elle enrôler à nouveau, oui. Oui, il faut rappeler qu'une première fois, la Cour suprême a été, En sa faveur. en sa faveur, a été Exact. déboutée par La Chambre d'accusation. En fait, c'est... Qui a refusé de se soumettre à l'injonction de la Cour suprême. Bravo. Donc, Donc exactement, ça il faut le rappeler, ça c'est très important. Elle a carrément débouté la chambre d'accusation qui a dit qu'il fallait pas, ce que vous avez fait par rapport à ce jugement-là, il est faux, il n'est pas bon. Mais malgré ça, ils l'ont transmis à la chambre qui a criminelle. refait le même procès dans le même Exact, la chambre criminelle. C'était première. C'est-à-dire la tutelle, qui est la Cour suprême, a décidé et la chambre d'accusation Elle a requalifié, Elle a- la requalification n'a n'a pas été prise en considération. Il aurait dû sortir déjà il y a un an. Un an. Et puis, en fait, il y a une chose toute simple qu'on pourrait faire pour Ali Arderi. C'est qu'il attend son procès. Le monsieur, il a passé, initialement, il a été condamné à 4 ans. Donc on peut le laisser rentrer chez lui en qualité de liberté provisoire. On peut lui libérer provisoirement. Ce monsieur-là, il ne va pas s'enfuir. Il a sa femme ici, ses enfants, son père, toute sa famille là. Si je le rappelle, son grand-père est Shahid, son père est Moudjahid. Et lui, il passe Et ses enfants sont Ses sous les enfants- draps, sous les couleurs. Absolument, il a 2 enfants. 42 Et il ans sous passe les drapeaux. 38, et lui, il a passé 42 ans sous les drapeaux, et il passe encore 38 mois, et on ne sait pas. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où on va. Est-ce que ça va tenir 2 mois encore, 6 mois, ou est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? On n'arrive pas à se situer par rapport à tout ça, on n'arrive pas à savoir qu'adviendra-t-il de M. Ali Arderi. Comment on va faire? J'ai lu récemment un poste de Nabila Slimi, son avocate, Oui. qui le décrit comme étant. Apparemment, il est résigné, il a compris qu'il va purger sa peine, donc il va aller jusqu'à juin 2022. Enfin, apparemment, c'est ce qui est en 2023. 2023. C'est apparemment ce qu'il a compris et il est prêt à aller jusque-là parce qu'il avait dit à ses avocats qu'il était contre une amnistie parce qu'il considère qu'il n'a rien fait pour être amnistié. Ce qui est vrai. Tout à fait, il n'a rien fait pour. C'est pour une interview et ce qui est dramatique, c'est qu'on a continué à raconter dans certains médias qu'il a été condamné pour intelligence avec mais alors que j'ai assisté au procès, il n'a été condamné que pour une déclaration dans le Watan le 23 décembre 2018. Exact. Il avait dit exactement ce qui s'était passé par la suite. C'est-à-dire que l'armée est intervenue pour arrêter Le processus électoral. Après, bien sûr, la pression populaire, hein, il ne faut pas se Tu veux séparer de cette histoire-là. Mais c'est absolument ce qui s'était passé. Mais on continue de croire que ce qu'elle a dit est une atteinte au moral de l'armée. Et les juges, en première instance dans lequel j'ai assisté, et ils lui disaient même à un certain moment que vous ne pouvez pas, le procureur, vous ne pouvez pas ignorer que ce que vous direz comme ancien général peut avoir une influence sur les troupes. Voilà l'argument sur lequel on a condamné. Et sur ce, Ali Arderi a répondu que moi je suis simple citoyen. Je suis redevenu simple citoyen. J'ai le droit de parler ce que j'ai envie de dire mon opinion et écrire mon opinion. Et là, le juge n'a rien voulu savoir. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ça va rester dans les annales de la
justice. Amira Bouraoui, toi qui est au fait de tout ce qui se passe au sein de l'ANP, de quoi le maintien en détention, du général Al-Hirdiri est-il le nom? Je ne sais pas du tout ce qui, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Ce qui se passe à l'intérieur de l'ANP, c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Oui, je suis aussi la fille d'un officier et je sais que cette génération-là, qui a fait des études, contrairement à la génération qui les a précédées, peut-être que ça a créé certaines jalousies. Par rapport à cette génération. C'était une des thématiques évoquées par Al-Hirdiri qu'on a Voilà, c'est la nouvelle génération qui est post-indépendance, qui a fait l'université, qui se sont consacrés à l'Algérie. Qui était surtout honnête. Et des gens honnêtes, oui, Tout à des fait, gens, ça. et puis des gens, moi je me rappelle toute petite, parce que moi, pour moi, Al-Hirdiri, c'est quelqu'un qui est un peu comme mon père, et toute petite, il a été envoyé, moi je me rappelle mon père en stage pour apprendre la coronarographie, donc une technique médicale en France, et ma mère ne voulait pas rentrer, et mon père c'était le Jazair, ils nous ont envoyés pour nous former, il faut qu'on puisse rentrer pour prouver au monde entier qu'on a pu s'en sortir après l'indépendance. C'est des gens qui ont cru, Al-Hirdiri, c'est les illusions de mon père. Et ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est une grosse désillusion. Donc de toute cette génération qui a été mise certains ont été mis à la retraite très très jeunes, par parfois des généraux qui avaient 20 ans de plus qu'eux, etc. C'est des gens qui ont énormément souffert, énormément. Alors, et oui, je vais mettre mal à l'aise Amine, on a évoqué Al-Hirdiri, mais dans le lot des détenus, peut-être que ceux-là ne sont pas des détenus d'opinion, mais c'est de politique. Il est un détenu d'opinion. Politique, c'est un délire. C'est évident. Je parle des autres généraux. Est-ce qu'on peut imaginer que dans ce qui s'est préparé, concocté, les élargissements, etc., il y a eu un point d'achoppement autour du sort de ces généraux? Il y en a de puissants, de Saïd Bey, qui était d'ailleurs annoncé pour remplacer Ahmed Gaïd Salah du temps de Bouteflika, qui était à la tête de la deuxième région militaire, pour ne citer que lui, mais aussi le général Chentouf à la première région militaire. Chentouf, il est à l'étranger. C'est Chentouf qui est à l'étranger, c'est l'autre de la quatrième région qui est en prison. Abdelrahim. Oui, pas Abdelrahim, celui qui était à la quatrième région En tous les cas, il y a 5 généraux qui sont à Blida. Est-ce qu'on peut imaginer que dans l'emballage de la loi, de l'élargissement, la grâce, etc., ça a pu achopper sur ces cas-là, parce qu'ils sont aussi en prison. On ne sait pas très bien si leurs dossiers sont clairs. C'est ça le problème avec la justice militaire. On ne sait jamais si... C'est opaque. On peut arrêter 2 secondes. On n'entend pas, Amira on peut... Si, ça va? Ça se passe bien? Ok, on continue. J'avais un souci sur le micro de Amira. Donc la question, si... C'est le sort des autres généraux, en dehors de celui de Ali Hirdiri. Oui, qui peuvent être touchés par un élan... Parce qu'on dit que ça a chopé. Voilà, parmi les raisons pour lesquelles il ne s'est rien passé le 5 juillet, et ce dernier 5 juillet, c'est un peu le sort de ceux qui ont été arrêtés avant, notamment ces généraux, et aussi le sort d'une partie de la SABA, parce qu'il y a eu parmi ceux qui ont été reçus à la présidence, qui ont fait allusion à l'élargissement aussi ou la réduction des peines de ceux qui représentent un peu la SABA. Oui, enfin, on peut supposer naïvement que si la première tranche de la population des détenus supposée être touchée par cet élan de clémence est la tranche la plus évidente, c'est les détenus d'opinion, c'est les gens qui sont au maximum coupables d'avoir fait des rassemblements pacifiques ou d'avoir exprimé leur opinion sur les réseaux sociaux. Donc c'est des innocents. Eh bien, si l'intention était justement d'assurer factuellement la libération sous cette condition, on aurait commencé par cela. Et on aurait peut-être imaginé qu'en commençant par cela, ça ouvrirait une sorte de paravent non regardant sur les deux autres catégories. Mais puisque ça a mal commencé, ça serait encore plus injuste que ça aille directement vers les généraux dont vous parliez, ou même un pan d'une faction SABA en prison actuellement. Ça, alors, vous avez tous noté grave. vous avez tous mis, on a évoqué donc les autres périls de l'été 2021, qu'on redoute de revivre en 2022. La Kabylie a payé un lourd tribut. D'abord les incendies, ensuite le drame de la mort de Jamal Ben Smaïl et la vindicte qui s'est d'une certaine façon
installé et qui a ciblé la population locale à cause de cela, alors qu'elle était victime. Il faut noter que le mouvement de solidarité du Hirak s'est poursuivi avec la Kabylie, enfin de toute l'Algérie au-delà du Hirak, pendant la période des incendies, y compris après le lynchage terrible de Jamal Ben Smaïl. Aujourd'hui, tu discutes avec des militants de la Kabylie, l'état d'esprit, c'est lequel on a bien senti qu'il y avait eu un gros recul parce qu'il y a eu la répression. C'était Hamoub Lahmar, Boumediene, pardon. Chaque fois je cite Hamoub Lahmar, je le salue pour l'occasion, c'est un collègue, un journaliste. Hamoub Boumediene et puis Tahar Khawas, et d'autres qui ont été arrêtés. La Kabylie a payé le lourd tribut, on n'en est pas sorti une année après. Ben non, je pense pas que perdre un enfant, perdre des membres de la famille, j'ai une pensée pour toutes ces familles. Perdre un être cher, c'est déjà difficile, mais le perdre dans des circonstances aussi horribles, c'est... Et puis bon, il faut remettre les choses dans leur contexte par rapport à la mort tragique de Jamal Ismail, qui a enflé après par rapport à la polémique, etc., et qui est venu cacher le nombre de victimes qu'a connu la Kabylie à ce moment-là. On ne sait toujours pas combien d'ailleurs. Et d'ailleurs, on n'a pas, oui, j'ai cherché pour savoir le nombre de victimes. Jusqu'à présent, voilà, c'est le journaliste qui le dit, ben, on ne connaît pas le nombre. Amina, elle n'a que le nombre des détenus. Elle ne pourra pas être d'un grand secours. Bon, le nombre, j'ai lu 69. Et puis après, 69 uniquement pour la Oulaye Tizi Ouzou jusqu'au fin août, mais il y a beaucoup qui sont morts après. Oui, voilà. Ils sont exactement, qui ont été transférés ici, en Alger, dans les centres des brûlés, et qui ont fini par, tout à fait, par... On inclut les 21 militaires de Djem. Et les 33 militaires, oui, et les 33 militaires qui apportent la preuve aussi que ce n'est pas... Parce que, vous savez, les années précédentes, je connais énormément de militants en Kabylie, etc., et puis certains, un petit peu, parfois, oui, ils ont certaines déclarations, voilà, un peu farfelues. Certains, je dis bien. Dans le style de... Dans le style, c'est le pouvoir qui met le feu. Et puis à chaque fois, je parle des années précédentes. Et je disais, mais ça ne tient pas la route. Dire que le pouvoir peut être responsable, et il l'est, du fait de ne pas anticiper. On voit bien, d'année en année, le feu être présent fin juillet, et pratiquement une bonne partie du mois d'août. C'est-à-dire qu'il y avait des anticipations avant, à mettre de côté des Canadaires, ou alors... Mais pardon, c'est pas forcément une solution miracle. On voit que la France, qui a la plus grosse flotte d'Europe, n'arrive pas à éteindre le feu depuis 15 jours. La France, qui a la plus grosse flotte d'Europe, oui. Il n'arrive pas, donc c'est pas forcément évident. C'est pour ça, après, c'est vrai c'est nécessaire mais pas suffisant. Voilà, exactement, c'est ça, pas suffisant. Et si les Canadiens étaient là, et puis bon, après par la suite, on n'a pas pu. Là, c'est clair que bon, mais le fait de ne pas, les Canadiens, on les a, la France ainsi que l'Espagne, je pense, nous a prêté main forte à travers les Canadiens russes ont fini par arriver, mais c'était vers la fin. Mais à chaque fois, on le répétait d'été, parce que sur la toile, on est présent depuis 10-15 ans maintenant, et puis bien sûr, quand on n'a pas dormi une semaine, quand il y a eu le feu après en Kabylie. Je me rappelle que la fin juillet, j'étais à Djidjel, et on voyait les feux de forêt de Djidjel déjà commencer, avant même que les feux ne prennent la Kabylie. Donc à Djidjel, mais la différence entre la Kabylie... On ne dit pas trop, tu risques d'être mêlé dans le complot Maroc. Oui. Parce que si tu avais le feu avant qu'il arrive en Kabylie, ça devient suspect. Kabylie, oui, bah oui, j'ai eu j'étais à Djidjel, et puis ça prenait, etc. Et je me rappelle, j'écrivais par rapport à la faune et la flore, parce que la particularité de la Kabylie par rapport à Djidjel, c'est que les montagnes sont habitées. Tous les villages sont là-bas. Les montagnes de Djidjel ne sont pas habitées. Donc c'était le drame, c'était la nature, on parlait de ça. Et ensuite, c'est arrivé au niveau de la Kabylie, et on n'a même pas eu un bilan dans tous les pays dits développés. Lorsqu'il se passe des tragédies comme ça, on fait un bilan. Où a-t-on échoué? Comment est-ce qu'on aurait pu éviter ce drame? Ou alors diminuer au moins le nombre de victimes? Il n'y a pas eu de bilan, absolument pas. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ensuite, il y a eu certains responsables dont je tairai le nom parce que j'ai quand même assez de procès que je traîne au jour d'aujourd'hui. Donc, certains responsables sont venus en Kabylie déclarer que les feux ont été d'origine criminelle.
chez des personnes qui, Avant même les enquêtes, avant même... avant, Pas un directeur des forêts de la Wilayat Tizi Ouzou pour commencer. C'était Pas le que. premier, oui. pas que, Oui, c'est le premier. voilà. Voilà. Donc, d'origine ministre, etc. Et on déclarait que les feux étaient d'origine criminelle. Lorsque vous faites une déclaration pareille, au milieu de personnes qui sont en train d'enterrer leurs morts, et qui sont en train de voir leur famille De mourir, se battre à la peine, suffoquer et de déjà. se battre, bien sûr que ça va entraîner ce qui a été vécu par Jamal Ben Ismail le lendemain des déclarations de ce responsable-là. Quand on est responsable politique, la politique c'est des mots. Et lorsque on ne fait pas attention à ce qu'on dit, oui, on peut arriver à ce genre de drame. Oui, Incendiaire. on chauffe la plèbe. Oui. Donc, ils sont, à mes yeux, davantage responsables que ceux qui étaient autour de Jamal Ben Ismail ce jour-là. On va revenir sur cet enchaînement terrible de juillet, de août 2021, mais auparavant, je voulais revenir sur, parce qu'on va évoluer, ce complot Maroc, MAC, Ayadi Kharijia, complot, incendie criminel, etc. Il y a eu quand même un épisode en août 2020 avec Abdelaziz Djerad, Atipaza, Gouraya, où on a accusé des jeunes Qui n'ont jamais financés été de l'étranger d'avoir été des pyromanes qui ont incendié. C'est toujours la faute Voilà. des autres. Financés de l'étranger. identifiés. Voilà. Non, non, il y en a qui sont en prison. Ils ont arrêté 3 ou 4, mais je me rappelle qu'il avait... Et cette affaire-là, elle est en train de faire pchit, sauf qu'ils sont toujours en prison. À Gouraya, il avait dit qu'on va les arrêter, qu'on va présenter des preuves, mais jusqu'à présent, ils ont arrêté quelques jeunes, effectivement, mais on ne sait pas est-ce que c'était eux ou pas, et qui sont ces... Enfin, c'était ou pas, ça suppose que c'était criminel. Ce qui est très peu probable, maintenant on le sait. Ça, à quel moment, c'est pas propre à l'Algérie. Même les incendies en France, tout le monde dit aujourd'hui que c'est criminel, mais c'est des pyromanes, parfois quelqu'un qui jette une cigarette, mais pas forcément de l'étranger. Mais c'est ça la folie de ce pays. C'est que les gens après là-bas, ils ont cru. Vous savez, j'ai pas envie de revenir l'appeler, mais déjà, dans la région, il y a 3 ou 4 ans, à Abdou déjà, il y a 5-6 ans, et puis à Tizi Rachid, on a tué des jeunes comme ça, par la furie de la rumeur. C'était un voleur qu'on a attrapé dans le marché, on a tué comme ça. Donc c'est facile après, dans ces conditions-là, parce qu'il y avait des gens qui ont perdu leur famille. Ça, je m'arrête juste une seconde, on va le dire, mais ça va nous faire peut-être des inimitiés. Anthropologiquement, c'est pas extérieur à la culture de l'Algérie, à la culture de la région de Kabylie, de lyncher des gens dont on pense qui sont coupables de quelque chose. Ça existe même sur Mbekeli. Voilà, parce que pour les gens qui ont dit c'est un complot, il suffit de dire à tel est un voleur que tout le monde se met. Ça peut arriver. Mais là, c'est des responsables. Oui, non, c'est pour rappeler. C'est juste pour rappeler. Il a bien fait de rappeler que c'est déjà arrivé. Ce que tu as dit, pour dire qu'il suffit d'une rumeur pour que ça déchaîne. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Surtout que c'est à ce moment-là, on a vécu des drames, les gens ont perdu leur cheptel, leurs oliviers, leurs maisons, leurs enfants. C'était horrible. Et toute parole pouvait être de l'essence à ce moment-là. Après, je n'excuse rien du tout, absolument pas du tout. Il faut vraiment frapper les gens qui ont commis ça, qui ont participé d'une manière ou d'une autre. Je n'excuse personne. Je l'avais écrit sur Facebook à l'époque que le meurtre, l'assassinat ne peut jamais, la colère ne peut jamais résoudre les problèmes. Mais il faut dire que des responsabilités politiques, il y en avait de toutes parts, et notamment des responsables qui ont jeté cette rumeur-là, parce que les gens pensaient qu'il y avait, sortez des rumeurs, il y avait une voiture sans matricule. Dans une région où les voitures, justement, excuse-moi, ce sont en général que les habitants d'un village qui sont dans le village. Et du jour au lendemain, ça prend feu. Et ensuite, oui, il y a eu un élan de solidarité, il faut en parler, énorme de toutes les wilayas, avant avant l'histoire de Jamal Ben Ismail, où ça a été... Mais ça a continué quand même après. Oui, c'est ce que je voulais ça a dire. reboosté même. Heureusement. Yazid, tu voulais dire un mot sur cet épisode? Non, je voulais dire tout simplement une chose. Là, je rejoins Amir Aboula, le docteur. Oui, le docteur. C'est vrai qu'on n'apprend pas de nos expériences en Algérie. D'abord parce qu'il n'y a pas de bilan qui est fait. Tout à fait. Il y a pas uniquement dans ce domaine, dans tous les domaines. Quand on voit par exemple l'avion qui s'est crashé
Boufali, qu'on sait rien du tout. Oui, et à chaque fois, ça fait neuf tahqiq. Après, on attend les mois passent, le tahqiq ne donne rien. Mais même si nous ne disent pas un livre, mais théoriquement, on doit apprendre dans nos expériences. Tout à fait. Mais ce qui n'est pas le cas. Ceci dit, bon, je vais dire quand même une note quand même un peu optimiste, c'est que quel que soit X, rien, ça ne va pas arriver comme l'année passée. Ça ne passera pas. On l'espère. Parce qu'il n'y a plus d'arbres à brûler. Non, c'est pas ça. Enfin, du côté de chez Yonan. Non, enfin, ils ont pris leur disposition cette année beaucoup On plus. l'espère. Ouais, voilà, non, parce que je pense que ça ne se passera plus comme avant. Et dans toute la région, on a géré d'une façon ou d'une autre. Mais les feux, ça sera d'année en année toujours plus de. Ça se réchauffe. La Tunisie, le Maroc cette année, il y a beaucoup d'autres pays, malheureusement. Oui, et puis c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à circonscrire. C'est quand on est dans des montagnes comme ça, comme il parlait de la France, mais l'Espagne, les États-Unis, en Californie. Le Portugal, la semaine dernière, c'était. Tout à fait. Et au lieu de tuer dans l'œuf la rumeur l'année dernière, parce que d'autres pays étaient touchés par les incendies, et de dire clairement, il y a plein de pays de la Méditerranée qui sont touchés par les incendies, et ce ne sont pas justement d'origine criminelle, mais une enquête sera ouverte. Non, ils ont pointé du doigt que c'était des gens étrangers, et ce sont les responsables de la région qui sont venus mettre le feu. Ce qui est Alors, il y a eu quand même, vous avez noté qu'il y a eu la première audience qui a été reportée du procès des présumés lyncheurs de Jamal Ben Ismail. Ça a été reporté, mais ça a été l'occasion pour nous d'apprendre qu'il y avait 30 policiers, partie civile, enfin témoins à charge, 30 policiers. Moi, 30 policiers qui auraient assisté au lynchage et qui sont en partie prenante, je repose la question, pourquoi la DGSN a-t-elle laissé la population s'emparer de Jamal dans un fourgon de la police? Est-ce que vous êtes interpellé de la même manière que je peux l'être? bien sûr. Je rappelle juste que le communiqué de la DGSN de l'époque parlait de 6 policiers. Oui. Pour justifier que ce n'était pas possible de défendre. Ça permettait d'expliquer qu'il est face à la situation. Qu'ils étaient face. Il était censé être en sécurité à l'intérieur du fourgon. Et il est clair qu'il y a eu une défaillance au niveau de la Ça, on ne l'ouvre pas. C'est clair, bien sûr. Voilà, on essaye. Pourquoi on ne l'ouvre pas? Pourquoi eux ne l'ouvrent pas? Normalement, il y a la police des polices, une enquête interne. Je vous signale juste que certains, monsieur Lallemand, directeur général du renseignement en France, a dû remettre sa démission parce que préfet de police, voilà, a été obligé de remettre, merci d'être plus précis que moi, remettre sa démission parce qu'il a mal géré le flux des supporters de Liverpool anglais. Non, son accent on a associé son départ. On a été auditionné par l'Assemblée nationale, etc. Ça, il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de mort. Est-ce qu'on ne peut pas demander la tête du président, du directeur général de la Sûreté nationale après le retour, après le reflux sur ce cas-là? Je ne cite pas l'affaire Solskin ou la Solkin, c'est ça, au stade du 20 août, où il y a eu des morts. Oui, parce qu'on a mis en prison le responsable de l'ONDA, organisateur de l'événement, mais ça s'est passé à l'extérieur, c'est la sécurité, c'est la police, c'est les flux. Et une fois de plus, je ne sais pas qui était à la tête de la DGSN à l'époque, c'est pour ne pas focaliser sur la personne de celui qui est directeur général de la Sécurité nationale aujourd'hui, mais est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a quand même quelque part, dans le pendant, une dissipation de responsabilité? C'est le sort des enquêtes importantes. Soit elles durent suffisamment, enfin leur ouverture prend suffisamment de temps pour se faire oublier, soit ça aboutit sur une petite déflagration et c'est la loi du fusible le plus proche qui saute. Mais très rarement, pour ne pas dire jamais, on a eu affaire à une remontée hiérarchique des responsabilités. On a vu récemment l'affaire d'Algérie, ce sont des responsables de l'aéroport qui ont été dérogés. L'affaire des 2 jeunes qui sont morts dans l'assaut de l'avion d'Algérie. C'était la première fois on déroge des gens pour des raisons d'incidents comme celui-là, parce que ça se multiplie, ça devenait même un danger pour le pays, parce qu'on laisse des gens entrer sur le tarmac comme ça sans se comprendre. Mais dans cette affaire, comme dans d'autres aussi, il y a eu beaucoup d'autres, parce qu'on est en fait en plus d'impunité, il y a une culture politique chez les dirigeants algériens qui fait que ce n'est jamais eux, ce sont toujours les autres. Ça ne communique pas. Non, même les erreurs, même quand on commet une erreur, on peut se tromper, on peut faire une erreur, c'est pas un problème. Mais ce n'est jamais eux, ce sont toujours les autres. Et d'ailleurs, dans cette affaire, on a profité de la situation pour régler des comptes avec le MAC, alors que le MAC existait depuis très longtemps, depuis avant cet incident, même si certains du mouvement
ont probablement profité de la situation, hein, je ne dirais pas le contraire, je ne le couvre absolument pas. C'est un mouvement, comme tout mouvement extrémiste, c'est un mouvement extrémiste, il faut le dire. Certains sont même allés, et pourraient faire même des propos racistes souvent. Je suis issu de la région, donc je suis à l'aise pour en parler. Mais bien qu'en étant extrémistes, ils n'ont jamais été violents. Non, pas du tout. Non, je n'ai pas de preuves, ni de... Jusqu'au jour de... Peut-être qu'on a... J'ai dit peut-être qu'ils ont exploité, je n'ai pas de preuves. Hein. Mais de toute façon, le pouvoir a profité de cet incident-là, de ce meurtre, pour aller ses comptes avec le MAC, alors qu'il aurait pu le faire avant. Et il y avait pour certains responsables, pas tous, hein, mais certains, il y avait de la matière, mais on n'a jamais fait. Par exemple, l'appel de Ferhat Mahni pour, j'ai failli dire Ferhat Etali, le pauvre, Ferhat Mahni pour la reprise de responsabilité de la police locale. On a parlé d'une Ça fait 3 ans de force de C'était en contrainte. septembre 2018. C'était déjà une opportunité si on avait voulu à ce moment-là. Il était à l'étranger de toute façon, mais il y avait par exemple des jeunes qui ont essayé le drapeau du MAC dans une école à El Aziz par exemple, d'autres qui ont essayé le drapeau à Arabo par exemple, ils ont fait descendre le drapeau algérien pour leur tête, avec une tenue militaire il y a quelques années, c'était sous Bouteflika. Et rien ne s'est passé. Rien ne s'était passé. Et c'est à ce moment-là qu'il fallait pas laisser. Je ne parle pas de discours, de discussion, parce que moi j'estime que toutes les discussions sont possibles dans une démocratie à condition de ne pas franchir certaines lignes, notamment la violence. Mais à ce moment-là, c'est l'occasion de régler des comptes, et puis on a même inventé des réencontres. J'ai pas envie de revenir sur ça. Alors le Hirak, on a souffert en tant qu'observateur, peut-être aussi en tant qu'acteur dans les marches populaires de cette problématique Rachid récupère, ne récupère pas, etc. Et il a fallu qu'on ajoute le MAC, lequel MAC n'a jamais été dans le Hirak. Il faut peut-être le rappeler, Amina. Oui. Il a considéré que c'était une affaire algérienne. Pardon? Le MAC a considéré que le Hirak Oui, était c'est une affaire algérienne, donc par principe ne le concernait pas et était complètement antinomique avec le principe de sa lutte interne, intrinsèque plutôt. Le Hirak oublié, c'est ça? Oui, alors la question c'est l'été 2021, à travers cette criminalisation, on était dans un processus de criminalisation, on est passé à un processus beaucoup plus grave avec la case terroriste. Et le Hirak, dans son expression, a fini par en pâtir. Entre Rachid et Mac, Absolument. il a fini par en pâtir. Et c'est directement. de l'été 2021. Il y a un avant, oui, c'est très bien que tu ne sois pas d'accord. Il y a un avant, est-ce qu'il n'y a pas un avant et un après? Est-ce qu'il n'y a pas un avant et un après? L'été de 21. A été tué dans l'œuf bien avant, par le pouvoir bien sûr, mais par aussi certains acteurs, c'est ce que je disais l'autre jour. On va déjà savoir pourquoi l'une des deux n'est pas d'accord, si c'est. Non, c'est Amira qui Moi, n'est pas d'accord. je ne suis pas d'accord parce que j'estime qu'il y a une sorte d'amalgame dans l'esprit de plein de personnes pendant la première année du Hirak, où le Hirak était très très fort, où les revendications étaient claires, etc. Par Feu Gaïd Salah à l'époque, qui, à travers l'histoire de l'emblème, et puis jusqu'à présent, il y a des gens qui ne savent pas la différence entre l'emblème séparatiste et l'emblème de la cause berbère qui concerne tout le nord africain. Jusqu'à présent, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire Entre la kabylie et la mazérité. Tout à fait, voilà. Et la kabylie. Et les deux sont interdits jusqu'à présent. Et c'est pas normal. Alors que la mazérité, ce drapeau-là, il circule dans tout le nord de la Tunisie, au Maroc, en Algérie, voilà, c'est juste. Et il y a eu cet amalgame, il y a eu ces gens-là qu'on mettait en prison à cause de l'emblème amazigh, alors que le séparatiste, c'est pas du tout le même. Et bien au contraire, parce que moi déjà en 2014. Quand il y a eu Baraket, c'était pas du tout, il n'y avait pas de MAC dedans, mais il y a eu des gens qui étaient par le passé dans le MAC et qui croyaient, ils sont devenus algérianistes lorsque on avait décidé de tout le monde de nous battre et de tous ensemble. Et il y a énormément de gens qui étaient allés avant du MAC et qui ne l'étaient plus par la suite parce qu'ils avaient espoir que les choses changent en mieux, etc. Et ils sont ressortis de ce côté régionaliste. Et par contre, pendant la période des incendies, certains ont voulu remettre encore une couche par rapport à ce qu'avait initié Gaïd Salah.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est d'ailleurs... Et c'est dommage. Vous ajoutez quelque chose sur ça? Oui. Je pense que même c'est donner un peu plus du crédit au flou que d'en reparler aussi longtemps après, revenir sur le drapeau amazigh, sa signification, et se questionner sur l'influence du MAC ou du Hirak. Pour moi, cette interrogation même donne en mettant de l'opacité, elle renforce une thèse qui, de prime abord, est apparue de toute façon sortie de nulle part, aussi rocambolesque qu'elle est décontenancée. Pourquoi? Parce que quand on est accusé de faits terroristes, je pense qu'il y a des paramètres qui définissent ce qu'est la corrélation avec ce principe de terrorisme. Il n'y a pas eu de faits terroristes pour que les gens en soient accusés ou qu'ils soient accusés d'être affiliés à une organisation qui en aurait la velléité, ne serait-ce que ça. Donc, pour moi, avec le recul et toujours sous le coup d'une difficulté de compréhension pertinente, je considère que c'est une machine en fait qui est très calcable sur ce que le pouvoir sait faire. Si je peux regrouper comme ça les actions sous certains titres, certains chapitres, il y a très fortement la répression, donc physique, le traitement hyper sécuritaire du mouvement, de son visage le plus apparent, donc l'arrêt immédiat des marches, la continuité et même le renforcement par certaines périodes des répressions qui ont été massives mais qui continuent jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si on raisonne en termes de massif ou d'important ou pas, quand on a affaire encore hier à 3 arrestations le même jour. Donc ça reste quand même significativement présent. Il y a cette histoire du Mac Rachad, c'est un peu pour... je pense que c'est l'argument massu qui a concrétisé la chose peut-être la plus importante qui pouvait paraître salutaire pour le pouvoir contre le Hirak. C'est l'arme de la désunion. Tout à fait. Voilà. Et je pense que certaines factions du Hirak, enfin, certains ont été plus sensibles ou un temps avant les autres à cette division. Le MAC n'est pas parlant parce que de facto, le MAC est une entité très étrangère au Hirak. Donc, son affiliation est tellement surfaite qu'elle a l'air d'être préfabriquée de toutes pièces. Rachad, par contre, exactement. Rachad, par contre, c'est une entité qui comptait dans le mouvement du Hirak certaines figures des militants ou de simples citoyens hirakistes qui ont peut-être comment dire, qui ne s'en apparentaient pas autrement qu'en renforçant le nombre de likes de certains de leurs leaders d'opinion qui monopolisent à travers les chaînes YouTube et autres processus médias, réseaux sociaux, la parole. Donc, et les têtes de Rachad sont à l'étranger et il n'a pas été consigné, notifié ou du moins constaté de visu pendant le Hirak, c'est-à-dire le Hirak, les marches, pendant les marches populaires, qu'il y ait une apparence de surreprésentativité de Rachad. Je pense qu'il a... Laisse-moi juste finir. Oui, bon, les slogans venaient de l'extérieur. Les slogans étaient là. Oui, les slogans étaient là. Très bien. Les slogans étaient là. C'est une partie sonore de l'apparence globale du Hirak. Mais est-ce que les slogans étaient là et démontraient que certains éléments pouvaient, si tu veux, relayer, ne sont pas apparentés. On ne peut pas constater par le fait de quelques slogans ou de quelques pancartes la corrélation transcendante du Rachad sur le Hirak. Ça, je pense que c'est l'erreur que beaucoup de personnes ont fait. Ne pas avoir fait le départ de 3 horloges de Babioua pour le penser, parce que quand tu fais le départ de là-bas, tu vois les cercles, l'influence
l'influence, c'est pas ceux auxquels croient, c'est pas ceux de l'étranger. Non. C'est-à-dire c'est souvent validé par des gens sur place qui démarrent, y compris des gens qui n'ont rien à voir avec El Rachad. Et bon, l'histoire le montrera, c'est pas un problème. Mais La- ça a la même tendance, de toute façon. Non. Si. Bah, on va pas rentrer dans les détails. On va pas si, si, si. l'instruction de. On va pas rentrer dans les détails, mais si, je suis tout à fait d'accord. Si. Pardon, mais le Certains Hirak, À un moment, il y a eu Mokhabarat Irhabia. Oui. Ça, c'est venu. C'était la rupture après, c'était la rupture. On est d'accord. On est d'accord. C'était- Voilà. Non, je suis désolée. Ah Ah non, quand Il était on prévenu arrive. à la fin. Non, ça c'est un slogan. Attendez, une seconde. Ça, c'est un slogan. Le 27 décembre 2020, Il y a eu celui qui a le été- 27 décembre, alors à la reprise c'était 2019, 27 décembre 2019, date de l'assassinat de Ben Ramdan, la marche Bab el Oued Alger Centre chante les louanges de Ben Ramdan, parce que c'était le 27 décembre, toute la marche chante les louanges. قلنا مدنية ماشي عسكرية. Alors non, j'ai discuté avec Non, mais lui c'est ça. après l'agression qu'il avait subie, et puis c'était clair, on en avait discuté, que ce n'est pas parce qu'il y a des éléments, et il y a des éléments pourris dans une institution qu'un peuple se met à rejeter toute une institution. Je n'ai jamais vu une masse, quel que soit s'en prendre à ses services de sécurité à ce moment-là. Et lui l'a dénoncé par la suite et l'a mis sur le concerné. Il y a visiblement entre toi et Amina peut-être une différence d'appréciation sur ce qu'elle a appelé la surreprésentation et l'influence Je parlais de de Biarritz. surreprésentation. Et Je parlais de il y a une divergence surreprésentation. sur l'évaluation de cette Je surreprésentation. n'étais pas dans la négation de C'est la l'existence surreprésentation. de La certains capacité de éléments Hirak de Rachad dans l'entité globale qu'est le Hirak. Et de toute façon, sur le terrain, les choses se faisaient plus ou moins en bonne intelligence, dans le sens où Jazair Hurra Démocratie a continué à exister jusqu'au dernier jour et qu'il était libre aux personnes, par exemple comme moi, qui n'a jamais été dissuadée de participer aux marches parce que j'entendais des slogans qui pouvaient avoir une portée dangereuse pour le mouvement dans sa démarche, de les dire, et je m'en suis soustraite d'ailleurs pas que celui-là. En le répétant pas. Pas que celui-là, en les En ne disant reprenant pas les mots dont en il les t'a disant parlé, pas, en les mais disant en pas. m'assurant que les slogans unitaires qui étaient plus proches de la revendication La première Même la première deuxième année année. jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier Les jour. slogans Jusqu'à unitaires Jardin d'essai. de La marche du Jardin d'essai. jusqu'aux sources. Et bien cela perdurait et on continuait à exister. N'oubliez pas, Amira, qu'il y a toujours un moment de défiance et d'expression de la défiance qui était aussi relatif à des drames extraordinaires qui sont la démonstration de dérapages avérés de ces services-là. Alors, Mais je ne suis pas sur ça. Moi, Non, je vais juste terminer. on va terminer mon rapidement parce raisonnement. qu'il faut qu'on termine l'émission. maintenant. Pardon. Alors juste rapidement, en disant, parce qu'on a mis beaucoup de temps sur la répression, on est dans un contexte de grosse crise économique et de rétrécissement du champ politique. Et des libertés, et des médias, et des médias, etc. C'est pire que sous Bouteflika, ça il faut le Oui, dire. c'est pire que sous Bouteflika, mais depuis peu, moi, mes craintes pour l'été, finalement, quand vous m'avez poussé C'est à le y coup de soleil réfléchir, ce n'est pas le coup de soleil, mais je vois venir des prémices d'une campagne présidentielle ou d'une pré-campagne Ça fait un moment présidentielle déjà. qui Mais ça, repose c'est une bonne nouvelle, c'est pas, non, c'est qui pas le péril. repose deuxième sur mandat. une stratégie jumelle à ce qui se faisait pendant l'ère Bouteflika. La hausse du prix du pétrole, la rente, il y a une rente extraordinaire en ce moment, elle est palpable, on la voit.
pousse Je la vois à... pas trop personnellement. Non, on la voit en apparence, Vous ne faites pas vos courses parce que- à la même supérieure. Oui. on la voit en apparence, ben figure-toi, Amira, tu vas être d'accord avec moi quand je vais te dire en quoi, eh ben on la voit dans la relance des festivités. Regarde maintenant, lève les yeux, tu vas voir des affiches de concerts et on est en train d'ordonner l'oubli du hirak. Ah. Aussi de cette façon-là. Ordonner, Non, c'est d'ordonner l'oubli. C'est-à-dire que le mot, même je vois dans nos postes à nous, les gens qui sont partie prenante du Hira, qui l'ont été et qui le sont encore, le mot, on ne l'utilise pas. Tout simplement parce que de toute façon, sur le plan rhétorique, ce mot était un piège parti à l'avance parce qu'il lie le hirak par le haraka ou le haraka fil masira, ma kash masira, ma kash haraka, ma kash hirak. Dommage. Et donc nous, on a... reste intéressant. Oui, Les Zélois, on a le repris, président Zélois est venu l'exhumer, ça. oui, c'est ça. On a repris, on a rectifié un peu la terminologie en parlant d'esprit du hirak. Et l'esprit du hirak, il s'est évertué et il s'évertue tous les jours. Mais à côté de ça, l'ordonnation de l'oubli du hirak, vraiment, je pense qu'elle passe aussi par ça. La démonstration de force pendant le 5 juillet, la manière dont est organisée, dont C'est a un été investissement, organisée. c'est de bonne guerre. C'est un pouvoir qui a envie de faire empiler Monsieur Tebboune. Oui. Et donc, ils sont en train d'investir Oui. avec les Jeux méditerranéens, etc. Voilà. Même si je ne suis pas contre les festivités Ouais. des Jeux méditerranéens, c'est toujours bon pour l'Algérie. Là, Ce qui là. est bon pour l'Algérie, même s'il peut être à un moment bon pour Tebboune, bon, c'est Ouais. pas... Voilà, c'est bon pour l'Algérie, c'est bon pour l'Algérie. On va finir quand même avec le Covid. C'était le grand fléau de juillet-août 2021. J'en profite pour évoquer la mémoire de toutes les personnes disparues à ce moment-là, mais aussi avant et après à cause de cette pandémie. Les cas de contamination des derniers variants sont de plus en plus fréquents autour de nous. On le constate tous les jours. Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter, docteur? Est-ce que c'est quelque chose qui a passé? Rappelle que dans un pays où il y a eu de la vaccination massive, comme en France, il y a pu y avoir des pics jusqu'à 200 000 cas jour ces dernières semaines. Voilà, à présent, on nous dit que la pente est ascendante. Et effectivement, autour de nous, on le voit, il y a plein de cas de Covid, etc. Pour l'instant, bon, le variant ne semblait pas être aussi méchant que ceux qu'on a connus, parce que bon, il n'y a pas de nombre de décès importants, etc. Je pense qu'il faut quand même faire attention. C'est clair, prendre la prévention, il faut qu'elle soit présente, mais j'espère qu'ils ne vont pas en profiter non plus pour nous Reconfiner. enfermer. reconfinement. Moi, quand j'entends maintenant confinement, j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête. Voilà, parce que le confinement, déjà tel qu'il a été fait, ça aussi, ça n'a pas été... Il n'y a pas eu de bilan sur la gestion de la crise sanitaire. Pas de bilan. Voilà, pas de bilan du tout. On n'a Ça pas a de été, tradition, voilà, on a avec pas le de confinement qui tradition. commence à 3h, à 1h, qui redescend à 8h, le virus qui sort à Exact. midi, qui Ça a été sort... plus- Voilà, il n'y a Exact. pas eu de bilan jusqu'ici. Et malheureusement, comme le disait aussi Ali tout à l'heure, c'est vrai que nos institutions n'ont pas la culture du bilan. De dire, ici, j'ai failli. Et on fera mieux la prochaine fois. Voilà. C'est à chaque fois, on se dit, non, On s'améliore à chaque fois. Voilà. Oui, Rappelez-vous, d'accord. le ministre de la Santé, l'année passée, il avait reconnu un déficit d'oxygène, par exemple. Quelques jours après, parce qu'on ne lui a pas pris sur les doigts, il a dit non, il n'y a pas de problème. Tout va bien, madame la marquise. Oui, Oui, tout va bien, madame la J'ai marquise. rencontré un directeur d'une chaîne de télévision privée qui m'a dit qu'on lui a appelé au ministère de la Communication pour lui dire de ne plus parler de cette affaire. Il m'a dit, j'ai pleuré parce que j'avais des membres de ma famille qui mouraient de manque d'oxygène. Ils continuent d'en parler. C'est pas, ils vont lui fermer la chaîne. C'est aussi simple que ça. C'était une dialectique. On a fermé des gens. On a investi des chaînes. C'est des choix à faire après. Chacun conçoit le combat entre guillemets. C'est très années 70 tout ça. C'est Tout beaucoup. va bien, Ouais. ou peut-être pire, ouais. Voilà. Nous, peut-être- on nous a téléphoné pour ne plus recevoir Amira Bouraoui, mais on continue de la recevoir. Et puis par contre, il y a un autre espoir, c'est qu'apparemment cette fois-ci, en France, j'ai pas suivi combien de morts, mais apparemment il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il semble. Il a perdu en fait en Chez nous, il y en a pas encore. nocivité le virus. Peut-être grâce au vaccin Voilà. et peut-être aussi par rapport À l'immunité collective. à À la l'immunité collective. différence de notre cher ami Khaldrani, est-ce que vous me tolérez une synthèse de notre discussion? Parce que quand on fait le bilan de cette discussion des fléaux de l'été 2022, qu'est-ce que vous redoutez le plus? Bon, on a parlé du maintien du dispositif sécuritaire et répressif, mais c'est peut-être, ce ne sera pas aussi intense, on le souhaite, que l'année dernière.
On a parlé des incendies, mais Yazid nous a rassuré en nous disant que le dispositif était en place pour faire face et qu'on a tiré les leçons. On a parlé du Covid, et puis bon, finalement, il tue pas, et donc voilà, c'est une petite grippe et on arrive à résister. Et de cette discussion-là, ce qui ressort le plus, c'est que peut-être le plus grand fléau, c'est le deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune. C'est ce que tu nous as annoncé, avec l'ordonnation de l'oubli du Hirak. Est-ce que c'est le grand challenge de la rentrée? On en parlera. Moi, je ne sais pas aussi. Enfin, je dis grand fléau pour. C'est pas nécessairement un fléau. C'était un jeu de mots parce qu'on était sur la série des fléaux. Hein, mais bon, il y en a qui vont adorer la Moi, candidature. si tu permets, je vais conclure avec deux mots. Bon, heureusement que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de morts. Il n'y a pas de morts pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup d'incendies comme l'année dernière. Il n'y a pas beaucoup de morts Covid. Il n'y a pas trop d'arrestations, même s'il y en a encore. Il n'y a pas beaucoup de victimes, malheureusement. Mon ami Mouloudj et d'autres aussi qui sont en prison. Par contre, je vais finir par une citation de Yasmina Khadra qui fait polémique hier en décrivant Kadhafi. Je fais de la théorie. Hein. Après, vous faites l'interprétation comme vous voulez. Tous les dictateurs sont violents parce qu'ils ont peur. Oui, ça ressemble un peu à la citation que j'ai de Karl Marx sur mon compte Twitter. Absolument. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci Yazid de nous avoir rendu visite. Sarah, le détenu politique Libdeli et tout les détenus politiques. Merci Ali Boukhilaf, merci Amir Abouraoui, merci Amina Haddad d'avoir participé à cet avant-dernier CPP de l'année. J'espère qu'on se retrouve avec Khaldarni la semaine prochaine pour la conclusion de la saison qui sera ouverte au public. On vous attend nombreux, les amis du Café Presse Politique. N'oubliez pas de suivre nos contenus sur les différentes plateformes maghrebemergent.net et radio-m.net et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube de Radio M. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter.